Épisode: un esprit sain dans un corps sain. Les travailleurs indispensables de l'IA. Chapitre 1: le bâtiment. Vous utilisez le cloud tous les jours, vous n'avez jamais vu l'endroit où il vit. Ce soir, on entre. On dit cloud, nuage, comme si c'était léger, comme si vos données flottaient quelque part entre deux courants d'air, dans un espace vaporeux, sans gravité, sans mur, sans sol. Le cloud est un mensonge poétique. L'endroit où vivent vos données n'a rien d'un nuage. C'est un bâtiment, en béton, sans fenêtre, parfois sans adresse publique. Un bloc gris posé dans une zone industrielle. Vu de l'extérieur, rien. Pas d'enseigne, pas de logo géant. Un parking, une clôture, une caméra. On pourrait passer devant sans savoir ce qu'il contient. Et il contient tout. Vos mails, vos dossiers médicaux, les transactions de votre banque, les données du SAMU, le système d'information de l'établissement français du sang. Le cloud souverain français tient dans des bâtiments comme celui-là. Et ce soir, on entre. Première porte, badge et empreinte digitale. Le lecteur bip, la porte déverrouille. SAS. Deuxième porte, badge et empreinte, couloir. Troisième porte, badge et empreinte. Chaque passage est logué, horodaté, tracé. Le bâtiment enregistre qui entre, à quelle heure, dans quelle zone. On ne se promène pas dans un data center. On traverse des couches de sécurité. Et chaque couche sait que tu es là. Et puis la salle s'ouvre. La première chose qui frappe, c'est le son, pas un bruit. Un vrombissement continu, profond, qui prend tout l'espace. Les ventilateurs des serveurs, les climatisations, les onduleurs. 80 à 100 décibels, l'équivalent d'un bord d'autoroute. Sauf que ça ne s'arrête jamais. La deuxième chose, c'est l'espace. Des rangées de baies métalliques alignées sur des dizaines de mètres. 2 mètres de haut chacune. Un alignement presque militaire. On voit le bout de l'allée, mais on le voit petit. C'est immense. La troisième chose, c'est l'air. L'allée froide souffle à 20 degrés, régulier, presque agréable. Tu fais un pas de côté, allée chaude, et c'est un mur. 40 degrés et plus. L'air brûlant que les serveurs recrachent après avoir avalé les watts. 2 mondes séparés par 1 mètre. Tu passes de l'un à l'autre comme on franchit une frontière. Et il y a l'odeur. Personne n'en parle jamais. Un data center a une odeur. Plastique chaud, métal tiède, un soupçon d'ozone. L'odeur de l'électricité qui travaille. Et puis les lumières. Pas les plafonniers. Ceux-là s'allument quand tu entres et s'éteignent quand tu sors. Les autres lumières, celles des serveurs. Des milliers de LED, vertes, oranges, rouges, qui clignotent dans la pénombre des allées. Quand le plafonnier s'éteint, c'est un ciel étoilé vertical. Et chaque étoile est un service qui tourne. Le plus étrange dans cet endroit, c'est l'absence. La plupart du temps, il n'y a personne. Un data center qui va bien est un data center vide d'humains. Les machines vivent entre elles. Tout fonctionne sans témoin. Une bonne infrastructure déployée, elle tient 6 ans. Sans qu'on y retouche tous les jours. Le bâtiment respire seul. L'humain n'intervient que pour construire, pour étendre, pour remplacer un composant, ou quand quelque chose casse. Le reste du temps, les machines tournent seules. Chaque geste doit être bon du premier coup, parce qu'on ne reviendra pas demain matin vérifier. C'est dans ce bâtiment que Lucas entre. Appelons-le Lucas, chez Cloud Temple. Le prénom a été changé, l'entreprise aussi. 23 ans, badge au cou, chaussures de sécurité, voiture de service garée dehors. Il a commencé il y a 2 ans et demi, peu après le bac. Pas d'école d'ingénieur, pas de master. Le terrain, directement. Former ses mains et sa tête en même temps, dans la salle, sur le matériel. Il n'a pas appris seul. Il a un manager qui fait le même métier que lui. Quelqu'un qui lui a appris la salle, les gestes, le rythme, les erreurs à ne pas faire. 4 sites à couvrir, lui et une poignée de collègues. Dans l'entreprise, ils sont des centaines. Des ingénieurs, des architectes, des commerciaux, des managers. La plupart sont derrière un écran. Lucas, lui, est debout, en salle, en mouvement. Et quand il pousse la dernière porte et que le vrombissement le prend, les plafonniers s'allument sur son passage. Allée après allée. Le bâtiment sait qu'il est là. Il entre dans un endroit que des millions de gens utilisent chaque seconde sans savoir qu'il existe. Et la plupart du temps, il y est seul. Chapitre 2: les tonnes. On dit que l'IA va tout changer. Avant de changer le monde, il faut la monter au rack. Elle pèse plus lourd que les slogans. Certaines semaines, rien, et puis un matin, un camion se gare au quai de livraison. Lucas est là, il ouvre le haillon, des palettes, du carton, du film plastique, à l'intérieur, des serveurs, des châssis, des disques, des switches, des kilomètres de câbles en bobine, du métal, du cuivre, de la fibre. Le transpalette sort les palettes une par une, Lucas les réceptionne, vérifie les bons de livraison, contrôle les références, chaque carton a un numéro, chaque serveur a une destination, B14, salle 2, B37, salle 3, rien n'arrive au hasard, tout est planifié. Mais à un moment, le plan doit entrer dans le réel. Et dans le réel, ça pèse. Ce rapport au
matériel, Lucas ne l'a pas appris ici pour la première fois. Entre le bac et le data center, il a passé 1 an comme préparateur de commandes. Un entrepôt bricolé dans un garage, un site e-commerce. Le matin, les commandes tombent. Il faut faire les paquets, retrouver la bonne référence, ne pas se tromper, porter, ranger, inventorier. Ça a l'air loin du cloud, en réalité pas du tout. Le data center reprend la même grammaire, le bon objet, au bon endroit, au bon moment, sauf qu'ici, une erreur ne fait pas partir le mauvais colis. Elle peut faire tomber le mauvais service. Lucas n'est pas arrivé vierge dans la salle. Un serveur rackable 2U, 2 unités de hauteur, soit moins de 9 cm, pèse 25 kg. C'est compact, c'est dense, c'est du métal plein de composants. Un châssis GPU dernière génération, c'est pire. Et les racks eux-mêmes, les baies métalliques de 42U qui font 2 mètres de haut, une fois chargés, c'est entre 800 et 1500 kg. 1,5 tonne d'intelligence artificielle dans une armoire. Racker un serveur, c'est un geste. Mais c'est un geste qui demande le corps entier. Tu sors le serveur du carton, tu le poses sur le chariot, tu l'amènes devant la baie, tu vérifies l'emplacement, quel U, quel niveau, et tu le glisses sur les rails. Pour les serveurs les plus lourds, une machine de levage aide à ne pas se blesser. Heureusement, le métier reste physique, mais pas suicidaire. Et même avec l'aide, il faut guider, aligner, visser proprement. C'est de la force et c'est de la précision en même temps. Tu ne balances pas un serveur dans un rack comme un parpaing sur une palette. Tu le poses avec soin parce que ce truc à 25 kg, il va rester là 6 ans. Et pendant 6 ans, il va faire tourner des services dont des gens dépendent sans le savoir. Recommence. Puis, plus tard, serveur suivant. En 2024, selon l'Agence internationale de l'énergie, les data centers du monde entier ont consommé 415 TWh d'électricité, plus de 500 prévus en 2026, 945 en 2030, doublement en 6 ans. Mais chaque térawattheure commence par un quai de livraison, une palette, un carton et quelqu'un qui porte. La nouvelle génération de racks pour l'intelligence artificielle change l'échelle. Un rack NVIDIA GB200 NVL72, 72 processeurs graphiques dans une seule armoire, dépasse la tonne sur la balance et consomme 120 à 140 kW. 10 fois un rack traditionnel. Il exige un refroidissement liquide, des tuyauteries dédiées, un sol renforcé. L'IA ici n'est pas une idée, c'est une masse qui écrase le plancher. Dans l'entreprise où travaille Lucas, ils sont des centaines. Beaucoup n'ont jamais vu un quai de livraison, n'ont jamais poussé un transpalette, n'ont jamais senti le poids d'un serveur dans leurs bras. Ils travaillent dans des bureaux, derrière des écrans, dans des salles de réunion climatisées. Et c'est normal, c'est leur métier. Mais le numérique souverain, les certifications, les données de santé, la conformité Secnum Cloud, l'indépendance stratégique, tout ça finit par arriver sur un quai, dans un carton, et ça passe par les bras de quelques-uns. Lucas est au cœur de la croissance. Il est arrivé il y a 2 ans et demi, pile au moment où le cloud souverain en France a commencé à marcher pour de vrai. Pas dans les discours, dans les commandes. La doctrine cloud au centre de l'État. La stratégie État dans le nuage 2026 de la DINUM. Le durcissement des exigences. Les contrats qui tombent. Chaque palette qu'il réceptionne, c'est un signe. Un rack de plus, c'est un client de plus. Il ne lit pas les rapports de marché, il les sent dans ses bras. Les patrons comptent en euros et en kilowatts. Les ingénieurs comptent en latence et en débit. Lucas compte en kilos par distance et dénivelé parcouru dans les bras. Un serveur de 25 kilos, du quai de livraison à la baie 37 au fond de la salle 2, 3e étage du rack. 40 mètres et 1,30 m de hauteur de rackage. 6 fois dans la matinée, 150 kilos portés, 240 mètres, 6 montées à bout de bras. Personne ne met cette métrique dans un tableau de bord. Personne ne fait de reporting sur la distance parcourue par les bras de Lucas. C'est peut-être la seule unité qui dit vraiment ce que coûte le cloud. Sauf Lucas. Certains soirs, quand il n'est pas trop claqué, il s'amuse. Il fait le bilan de la journée, les kilos, les serveurs, et il convertit, en développé couché, en presse. Aujourd'hui, j'ai fait l'équivalent de 47 développés couchés à 25 kilos. Et il en rit. À la salle, il pousse bien plus lourd que ça. Un rack vissé ce matin sera encore là quand Lucas aura 29 ans. Le câble qu'il va tirer cet après-midi portera du trafic en 2032. La qualité de son geste, c'est du temps offert à tout le monde. Et personne ne le sait. Et c'est pas grave. Le bâtiment, lui, le sait. Chapitre 3. La précision. Brasser un câble demande le bon port, le bon repère et 0 marge d'erreur. Apprendre le réseau demande des soirs entiers après des journées de 25 kilos.
Lucas fait les deux. Ensuite, il y a le brassage. Le panneau de brassage, c'est le standard téléphonique du data center. Des dizaines, des centaines de ports RJ45 alignés sur un panneau métallique, chacun étiqueté, chacun relié à un serveur ou à un switch dans une baie. Brasser, c'est connecter le bon câble au bon port, selon le plan réseau que l'ingénieur a dessiné. Ça a l'air mécanique, ça ne l'est pas. Un panneau de brassage propre, câble aligné, étiqueté, courbure respectée, c'est un système nerveux lisible. N'importe qui peut intervenir dessus dans 6 mois. Un panneau de brassage en vrac, câble croisé, étiquette arrachée, longueur approximative, c'est une bombe à retardement. Le jour 847, quand quelque chose lâche et qu'il faut tracer un câble dans un plat de spaghettis à la lumière d'une lampe frontale, on regrette le brassage sale. Et puis il y a le tirage. Tirer un câble, c'est l'acheminer du point A au point B, parfois 3 mètres, parfois 50, sous un faux plancher, le long d'un chemin de câble aérien, entre les baies, dans des goulottes. Fibre ou cuivre, chacun ses contraintes. La fibre ne se plie pas au-delà d'un certain rayon sous peine de casser. Le cuivre ne se tire pas à côté d'un câble d'alimentation sous peine d'interférence. Chaque tirage est une décision spatiale. Et chaque mètre de câble tiré aujourd'hui devra encore faire son travail dans 6 ans. Lucas fait tout ça. Sertir, brasser, tirer. Depuis 2 ans et demi, ses mains ont fabriqué des centaines de câbles, connecté des milliers de ports, tiré des kilomètres de fibres et de cuivre. Et chaque geste portait du trafic avant la fin de la journée. Des données de santé, des appels au SAMU, des transactions bancaires. Le fil entre ses doigts et le monde. Mais Lucas ne branche pas comme un automate. C'est là que son profil devient rare. Le soir, après les journées de rackage et de sertissage, il rentre chez lui et il ouvre ses cours. Le CCNA de Cisco. La certification réseau la plus reconnue au monde. Protocole, routage, commutation, sous-réseau, VLAN. La théorie de ce qu'il touche. Il apprend que le câble qu'il a serti ce matin transporte des trames Ethernet, que le switch sur lequel il a brassé segmente le réseau en domaine de collision, que le VLAN qu'il a configuré isole le trafic du SAMU de celui de la comptabilité. Il met des concepts sur ses gestes. Dans son équipe, plusieurs ont des bases réseau. Lucas, lui, pousse le truc plus loin le soir, avec le CCNA. Et il ne s'arrête pas au réseau. En début de journée, quand il pousse les palettes et réceptionne le matériel, c'est Nino ou Damso dans les écouteurs. Le beat qui cale sur le geste. Ça porte, ça suffit pour les bras. Mais au bout de 2 heures seul en salle, la playlist a fait 3 fois le tour. Alors il switch. Un épisode YouTube sur le vide quantique. Une vidéo sur la répartition des nombres premiers. Un truc sur la thermodynamique ou l'histoire de la cryptographie. Le corps continue. Les mains sertissent, branchent, vissent. Mais la tête voyage. Écouter Nino et Damso un moment, ça va. Mais ça nourrit pas comme un épisode sur le vide quantique. Et c'est comme ça que Lucas a appris à parler de tout. Pas dans un amphi, entre 2 racks, les écouteurs dans les oreilles, pendant que les climatiseurs soufflent pour personne. Parfois un peu approximativement, il le sait, il s'en fout. L'entropie et le refroidissement du data center, la cryptographie et le chiffrement des données de santé qu'il héberge sans les voir, les nombres premiers et les clés de sécurité. Tout se connecte. Et c'est Lucas, entre 2 baies, qui fait les connexions dans sa tête, pendant que ses mains font les connexions dans le panneau de brassage. La science comble le vide social du data center. Parce que c'est ça la réalité. Un open space, même pénible, c'est un lieu social. Un chantier, même dur, c'est une équipe qui se parle. Un data center, c'est un monastère sans moines. Des milliers de mètres carrés et personne à qui parler. Pas de machine à café, pas de discussion de couloir, juste le vrombissement et les LED. Alors Lucas se crée sa propre compagnie. Des voix dans les écouteurs. Des gens qui expliquent le monde. C'est la manière qu'a trouvé un gars de 23 ans, seul dans un bâtiment immense, pour ne pas devenir une machine lui-même. Et puis le téléphone sonne. Un ingénieur. Lucas retire un écouteur. Le vide quantique s'arrête. Le bruit du data center revient d'un coup. Et la voix de l'ingé dit « B14, port 23, brasse sur le switch de distribution ». L'ingénieur est chez lui, ou au bureau, au calme, devant 3 écrans. Lucas est debout, en salle, dans le vrombissement des climatiseurs, les mains pleines de cuivre. L'ingé conçoit et pilote. Lucas et ses yeux et ses mains. Eyes and hands, c'est le terme du métier. Sois mes yeux et mes mains. Fais ce que je ne peux pas faire d'ici. Mais Lucas comprend ce qu'on lui demande. Il sait pourquoi ce port va sur ce switch. L'ingénieur sait où et pourquoi. Lucas, lui, fait que ça existe proprement, en salle. C'est ça qui rend Lucas rare. Il fait partie de ces profils qui cumulent la compréhension technique et le geste physique. L'ingénieur ne descend pas en salle. Le manutentionnaire ne sait pas ce qu'il branche. Lucas fait les deux. Un esprit sain dans un corps sain. C'est pas une citation qu'il a lue, c'est sa fiche de poste. Chapitre 4. La nuit et la chaleur.
le téléphone qui vibre, l'allée chaude, le corps qui repart. Et un métier qui change même quand il dort. L'astreinte, c'est un mot que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Ça veut dire, cette semaine, ton téléphone ne te quitte pas. Il est sur la table de nuit, il est dans ta poche quand tu fais tes courses, il est posé à côté de ton assiette, tu ne dors jamais vraiment. Tu dors avec un fil invisible entre toi et un bâtiment à 20 km. Et si ce fil vibre, tu y vas. Pas demain, pas au prochain créneau, maintenant. 3 heures du matin, le téléphone vibre. Le corps se lève avant la tête. C'est un réflexe, un truc animal. Avant même d'avoir lu le message, avant de comprendre ce qui se passe, les pieds sont au sol. Le cœur bat trop vite, une boule chaude au creux du ventre. Les clés de la voiture de service, la route dans le noir, les ronds-points vides, les feux qui clignotent orange et le bâtiment qui apparaît au bout de la zone industrielle, sans fenêtre, sans lumière visible de l'extérieur, mais vivant, toujours vivant. Badge et empreinte, SAS, badge et empreinte, couloir, badge et empreinte, salle. Les néons s'allument sur son passage. Devant lui la lumière, derrière lui le noir, et le vrombissement qui reprend possession de tout. À 3 heures du matin, dans un data center souverain, Lucas est souvent le seul humain dans le bâtiment. L'ingénieur est au bout du fil, le client dort, le manager dort, la France dort. Et quelqu'un doit être là, physiquement, pour toucher la machine. L'intelligence artificielle peut prédire une panne, elle ne peut pas changer un disque. On mesure mal ce que ça représente. Alors prenons un exemple que tout le monde connaît. Londres, le 27 mai 2017. Un technicien de maintenance débranche par erreur l'onduleur d'un data center de British Airways, près de l'aéroport de Heathrow. L'alimentation coupe. Quand elle revient, c'est de manière incontrôlée. Une surtension traverse les baies, les serveurs grillent, le système de réservation tombe, l'enregistrement tombe, les bagages tombent, tout tombe. Plus de 400 vols annulés, 75 000 passagers bloqués dans les terminaux. Coût estimé, 58 millions de livres sterling. Un geste, un seul, au mauvais endroit, au mauvais moment, sur le mauvais équipement. Et ce n'est pas un algorithme qui a rétabli le courant cette nuit-là, ce sont des techniciens, des corps humains dans une salle déréglée par la panne, les mains dans les baies, à séquencer le redémarrage serveur par serveur. Le numérique, quand il casse, ne se répare pas avec du code, il se répare avec des mains. Et ce que l'IA change dans l'équation, c'est réel. La maintenance prédictive. Des capteurs partout. Vibrations, température, micro-variations électriques. Analysées en temps réel par des algorithmes qui détectent les anomalies avant qu'elles ne deviennent des pannes. Selon Schneider Electric, la maintenance prédictive pilotée par l'IA réduit les arrêts non planifiés de 35 à 45%. Mais quand le tableau de bord affiche disque 37, baie 12, salle B, remplacement recommandé sous 48 heures, c'est Lucas qui se lève. L'IA prédit, le corps répare. Le prédictif ne supprime pas l'astreinte, il la rend plus chirurgicale. Lucas dort peut-être mieux certaines semaines, il ne dort pas plus. Et puis il y a le quotidien, pas le crash, pas l'urgence, juste le métier, tous les jours, dans un bâtiment climatisé à 18 ou 20 degrés qui ne voit jamais la lumière du jour. 18 degrés, ça a l'air confortable. Sauf que tu passes ta journée à faire des allers-retours entre l'allée froide et l'allée chaude. L'allée froide souffle à 20 degrés, régulier, presque agréable, mais dès que tu te retournes pour travailler dans un rack, tu prends l'allée chaude en pleine face, 40 degrés et plus. L'air que les serveurs recrachent après avoir avalé les watts. Quand tu es penché dans l'armoire à brasser des câbles au fond d'une baie, c'est cet air-là que tu respires. Chaud, sec, chargé. Et autour de toi, les ventilateurs qui ne s'arrêtent jamais, mais ce bruit empire. Parce que ce que l'IA consomme change d'échelle. Un rack classique, celui que Lucas rackait il y a 2 ans, consomme 10 à 15 kW. Un rack de GPU Nvidia H100, la génération actuelle, 40 à 45 kW. La prochaine vague monte à 120, 140 kW par rack. 10 fois un rack traditionnel. Et chaque kilowatt consommé produit 1 kW de chaleur. L'air ne suffit plus. Le refroidissement liquide arrive. Des circuits d'eau, des cold plates collés sur les processeurs, des tuyauteries dans les baies. Le marché mondial du refroidissement liquide pour data center atteint 4 milliards de dollars en 2026. 31% des opérateurs signalent un manque de compétences sur le sujet. Le technicien data center est en train d'apprendre l'eau après l'air. Et voilà le paradoxe que Lucas vit sans le nommer. En 2016, l'équipe DeepMind de Google a réduit la facture de refroidissement des data centers de 40% en utilisant l'IA pour ajuster les systèmes en temps réel. 120 variables capteurs, des réseaux de neurones qui optimisent chaque ventilateur, chaque vanne, chaque degré. Le PUE, le ratio d'efficacité énergétique, s'est amélioré de 15%. L'IA économise de l'énergie dans le data center. Mais l'IA consomme 10 fois plus d'énergie que ce qu'elle remplace dans le data center. Chaque gain d'efficacité est avalé par l'explosion des workloads. La consommation mondiale des data centers, selon l'Agence internationale de l'énergie, va presque doubler d'ici 2030. Et chaque nouveau rack, c'est Lucas qui le branche.
Le métier mute. Lucas a appris les câbles, il apprend le réseau. Demain, il apprendra les circuits de refroidissement. Le corps s'adapte à la charge, la tête aux technologies. Et il y a un truc que personne ne formule, mais que Lucas sait. Le prochain Covid, la prochaine crise, le prochain truc qui cloue le pays chez soi, Lucas mettra son masque et prendra sa voiture. Il neige, les routes sont blanches, tout le monde reste au chaud. Lucas met les chaînes et prend sa voiture. Il n'y a pas de télétravail pour Lucas. Le data center ne ferme pas. Le SAMU ne se met pas en pause. Les données de santé, elles, ne restent pas à la maison. Quelqu'un doit badger, traverser le sas, entrer en salle. Et ce quelqu'un, c'est lui. C'est peut-être la phrase la plus simple de cet épisode, et la plus lourde. Elle trace une ligne. D'un côté, tous ceux dont le travail tient dans un écran, transportable n'importe où. De l'autre, ceux dont le métier exige un corps, un lieu, une présence physique. Lucas est du côté du réel, et le réel ne se met jamais en pause. Chapitre 5. L'homme entier. Dans un monde qui a coupé la tête du corps, certains tiennent encore debout entiers. Lucas est de ceux-là. Voilà ce qui est en train de se passer dans le monde du travail. En 2025, le World Economic Forum projette 92 millions d'emplois déplacés par l'IA d'ici 2030. Le gros de l'impact touche les métiers cognitifs, les développeurs, les analystes, les rédacteurs, le service client. Anthropic, le labo qui construit Claude, mesure ce qu'ils appellent un uplift substantiel de leur modèle sur les tâches de code. Partout, les gens qui pensent assis derrière un écran commencent à sentir le sol bouger sous leurs chaises. Et pendant ce temps, le technicien data center, pénurie mondiale. 52% des opérateurs de data center signalent des perturbations business par manque de personnel, selon l'Uptime Institute en 2025. 140 000 techniciens supplémentaires nécessaires rien qu'aux États-Unis d'ici 2030. Et seuls 15% des candidats ont les qualifications minimum. Les postes restent ouverts 60 jours en moyenne. Les salaires dépassent de 25 à 30% ceux des métiers techniques comparables. L'IA n'a pas de main. Elle ne peut pas raquer un serveur, elle ne peut pas sertir un câble dans un connecteur RJ45 au fond d'un chemin de câble, elle ne peut pas sentir qu'un onduleur vibre anormalement en passant devant une baie, elle ne peut pas badger 3 portes à 3h du matin, traverser une allée chaude à 40 degrés, poser ses doigts sur un disque brûlant et dire « c'est celui-là ». Le robot ? Pour le moment non plus. Personne n'a de machine capable de combiner le geste physique dans un environnement non standardisé et le jugement technique en temps réel. Aucun bras articulé ne fait ça aujourd'hui. Un jour peut-être. La robotique progresse, les entrepôts s'automatisent, mais le jour où un robot rackera un serveur dans un data center souverain, il faudra encore quelqu'un pour comprendre pourquoi ce serveur va dans cette baie et pas dans une autre. Le geste sera peut-être automatisé, le jugement, non. Ce qui protège Lucas, c'est la combinaison. Le corps seul, un jour, sera peut-être remplaçable. L'esprit seul est déjà menacé. L'IA pense plus vite que la plupart des analystes. Mais les deux ensemble, un esprit qui comprend le réseau et un corps qui porte le serveur, un technicien qui sait ce qu'est un VLAN et qui peut le câbler à bout de bras dans une allée à 40 degrés, ça, personne ne le remplace. Ni l'IA, ni le robot, pour le moment. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Matthew Crawford. Il a un doctorat en philosophie politique de l'université de Chicago. Il a travaillé dans un think tank à Washington et il a tout quitté pour ouvrir un atelier de réparation de motos. En 2009, il a écrit un essai qui s'appelle Shop Class as Soulcraft. Sa thèse, en une phrase, le travail des mains est un travail intellectuel. Le mécanicien qui répare un moteur pense autant que le consultant qui rédige un PowerPoint. Mais le mécanicien a un avantage décisif. Le réel lui répond. Le moteur tourne ou ne tourne pas. La réalité sanctionne le geste. Pas de bullshit possible. Crawford écrit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je la traduis librement. Les satisfactions de se manifester concrètement dans le monde par la compétence manuelle rendent un homme calme et tranquille. Elles le libèrent du besoin de se justifier par des interprétations bavardes de lui-même. Il peut simplement montrer. Le bâtiment tient debout. La voiture tourne, les lumières sont allumées. Lucas peut simplement montrer. Le rack est monté, le câble est serti, le réseau passe, la salle tourne. 6 ans sans y retoucher. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est bon. L'infrastructure tourne. C'est la preuve. Et il y a quelque chose d'autre que je veux poser ici. Quelque chose de plus large. On parle beaucoup de la crise de la jeunesse masculine. Les chiffres sont brutaux. Une hausse de 140% du désespoir chez les travailleurs tech de moins de 25 ans, selon une étude du National Bureau of Economic Research américain. 67% des jeunes hommes de 18 à 23 ans qui disent que personne ne les connaît vraiment. L'isolement, la perte de sens, l'écran comme seul horizon. Lucas a 23 ans, et Lucas va bien. Pas parce qu'il est insensible ou parce qu'il a tout compris, parce que son métier l'ancre. Il touche des choses, il voit le résultat de son travail. Il est dans un lieu, il a un corps en mouvement. Quand il rentre le soir, il sait ce qu'il a fait de sa journée. Il peut le compter en kilos.
Il peut le mesurer en développé couché. Il peut passer devant un rack qu'il a monté il y a 1 an et se dire « ça tient, c'est moi ». La crise de la jeunesse, elle touche les gens derrière les écrans, pas ceux qui sont debout dans les salles. Alors, la souveraineté numérique, vous en avez entendu parler, Secnum Cloud, l'ANSSI, les certifications, la conformité, l'indépendance stratégique, des mots de ministres, de rapports, de communiqués de presse. Mais au bout de la chaîne, la souveraineté c'est un bâtiment, en France, avec des serveurs dedans, et un technicien de 23 ans qui les fait tenir. Les données du SAMU passent par ces câbles. Le système d'information de l'établissement français du sang tourne sur ces racks. La confidentialité de vos dossiers médicaux repose sur la qualité d'un certissage qu'il a fait un mardi matin entre 2 palettes avec Nino dans les écouteurs. Et dans l'entreprise, des centaines de personnes, la plupart assises. Personne ne descend en salle, ne porte, ne prend l'astreinte de nuit, ne connaît le poids exact d'un serveur 2U. Lucas est en bas de l'organigramme, et tout repose physiquement sur lui. Sans lui, tout ce qui est au-dessus est une abstraction. Mens sana in corpore sano. Juvénal a écrit ça dans ses satires il y a près de 2000 ans. Et tout le monde s'est trompé sur le sens. Ce n'est pas un slogan de salle de sport, c'est une prière. Juvénal passe en revue tout ce que les Romains demandent aux dieux. La richesse, la gloire, la beauté, le pouvoir. Et il montre que chacune de ces prières se retourne contre celui qui la formule. Alors il dit, si tu dois prier pour quelque chose, prie pour un esprit saint dans un corps saint. Une âme brave qui n'a pas peur de la mort, qui peut endurer n'importe quel labeur, qui ne connaît pas la colère, qui ne désire rien. C'est un vœu, quelque chose de rare. Et un gars de 23 ans, dans un data center souverain, en France, en 2026, l'incarne sans le savoir. Il endure le labeur, il ne cherche pas la gloire, il préfère les épreuves concrètes aux festins abstraits. Il apprend le réseau le soir et soulève des serveurs le jour. Il pense et il porte. Il est seul dans un bâtiment immense et il remplit le vide avec de la science. Et pendant que tout le monde a peur d'être remplacé par l'intelligence artificielle, Lucas construit le socle sur lequel elle repose. Jour après jour, nuit après nuit, rack après rack, câble après câble. Il ne sera pas remplacé. Pas parce qu'il résiste, parce que sans ses mains, sans son dos, sans sa tête, sans sa route entre 4 sites, sans son téléphone à 3 heures du matin, l'intelligence artificielle n'est qu'un logiciel qui attend un corps. Et ce corps, c'est le sien. Et cet esprit, c'est le sien aussi. Et les deux ensemble, dans un monde qui a tout coupé en deux, c'est ce que personne ne sait plus faire. Je n'ai rien inventé. Avec Lucas, on déjeune parfois le dimanche, chez maman, quand il n'est pas en intervention. Vous écoutiez Un esprit sain dans un corps sain, les travailleurs indispensables de l'IA. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le. À quelqu'un qui construit dans l'ombre ou à quelqu'un qui devrait savoir ce que le cloud pèse vraiment.